Bonjour à tous. Petite vidéo rapide pour vous lister à la veille là, du second tour de l'élection présidentielle de 2022, mais enfin c'est valable en tout temps, tant qu'on restera dans ce système, aux multiples problèmes. Justement, vidéo pour vous lister rapidement, selon moi, les 10 plus grands problèmes que la démocratie soi-disant dans laquelle nous vivons, en tout cas le système politique dans lequel nous vivons, pose. Donc il y en aurait d'autres, des problèmes, et puis je vais essayer d'aller rapidement. Et puis vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez des problèmes que je soulève, et s'ils ont du sens pour vous, ou si je me fourvoie. Donc le premier problème en fait, c'est qu'il existe une totale incapacité de contrôle sur qui peut se présenter à ces élections. Euh, Déjà, il faut savoir que les candidats qui se présentent en fait n'ont pas l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge, contrairement à la plupart des professions. Ce qui implique donc l'idée que des gens ayant été condamnés, des criminels, etc., peuvent prétendre au suffrage des personnes. Et en plus de ça, voire même, c'est quasiment une des dernières options qui reste à des criminels en réalité, puisqu'il y a la liste des métiers qui demandent un casier judiciaire vierge aujourd'hui est fantastique. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus grand chose à faire. Donc on a carrément un système qui attire euh, les personnes ayant un casier judiciaire. Il faut évidemment beaucoup d'argent pour payer les campagnes. Donc c'est un système qui est très inégalitaire. Là aussi, il n'y a pas de contrôle, puisque ben moi, si je veux me présenter, moi, j'ai pas d'argent en fait. Donc je vais pas pouvoir payer les frais nécessaires à la campagne, ne serait-ce que pour éditer les tracts de campagne, pour éditer les professions de foi, pour éditer les bulletins de vote. Donc tout ça, ça demande des frais évidemment qui sont énormes, et les systèmes de remboursement pour l'élection présidentielle de 5% sont là pour trier de toute façon toute personne qui souhaiterait partir de loin. Il y a évidemment une présence énorme d'intérêt en dehors du bien commun lié à devoir se présenter. Déjà, le simple fait d'avoir un casier judiciaire non utile, vierge non utile, évidemment, c'est un intérêt là aussi pour recycler une carrière qui était mal partie. Mais il y en a d'autres. Notamment le fait évidemment de gagner de l'argent lié aux postes politiques mandatés qui sont énormes. On est très très loin, vous savez, de la pensée, ne serait-ce que par exemple de Jean-Jacques Rousseau, qui expliquait qu'un mandat électif devrait être en fait une charge au service des autres, une charge pénible et coûteuse. Vous voyez, c'est une imposition, c'est quelque chose qu'on vit avec dureté, avec difficulté. On se dit, ben, je dois me sacrifier pendant quelques mois, quelques années, au service de la collectivité. Je vais devoir un petit peu mettre de côté ma vie privée, je vais devoir prendre des décisions complexes, me rendre spécialiste de dossiers que je connais pas bien, tout faire pour que mon intérêt serve, mes décisions servent l'intérêt général. On est très très loin de ça. Les salaires et les avantages de carrière d'élu sont énormes. Il y a des salaires qui sont beaucoup trop importants en fait, et qui attirent du coup l'envie de faire ça dans son propre intérêt et non pas dans l'intérêt des autres. En plus de ça, les mandats souvent sont non limités et donc qui permettent des carrières longues. Là aussi, on pourrait voir évidemment des intérêts à faire des mandats courts, non renouvelables, et simplement dédommagés. Par exemple, on ferait des suspensions de poste et non pas des démissions, avec une assurance de pouvoir retrouver le même poste ou être embauché, etc. Et maintien d'un salaire équivalent au début de la prise de poste, pour que ce soit simplement, on va faire autre chose temporairement. Et on n'a pas de négativité une fois que cette chose-là est finie. On est évidemment à des années-lumière de ça. Donc on est bien là dans une absence de contrôle sur qui peut se présenter qui va beaucoup plus loin. C'est plutôt même un système qui attire les gens intéressés personnellement et qui n'a pas du tout de garantie que ces personnes-là vont être au service du bien commun plutôt qu'au leur. Le problème numéro 2 que j'aperçois, c'est qu'il y a aucune assurance de ce que va faire une personne une fois élue. Il n'y a aucun outil de révocation. Une fois quelqu'un élu, si on se rend compte que la personne, j'ai été élu pour doubler les salaires et puis finalement je vais doubler le mien et diviser par deux le vôtre. On peut rien faire dans ce cadre-là. Une personne comme ça qui agirait ainsi, on n'a pas de moyen d'action. On n'a pas de moyen d'action donc en cas de non-respect des promesses et en cas de non-respect de l'intérêt général une fois en place, en cas de trahison pure. Ça, c'est évidemment un problème majeur. Troisième problème majeur que je vois, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'invalider une élection. Aujourd'hui, il n'y a aucune reconnaissance du vote blanc en réalité légitime. Aucune idée que si le vote blanc est majoritaire, l'élection est annulée et que les personnes ayant déjà candidaté ne peuvent pas se représenter. Il y a absence totale de conséquences de l'abstention, quelle qu'elle soit. Elle n'est d'ailleurs même pas prise en compte, puisqu'en réalité on nous bassine avec l'abstention avant que les résultats soient donnés, comme si c'était autre chose. Et puis une fois que les résultats sont donnés, ils sont rapportés
un total de 100%, comme si cette abstention-là n'existait plus au moment des résultats. Donc on a carrément une négation de leur impact possible et même de leur présence une fois les résultats donnés. C'est carrément donné en dehors des résultats, c'est autre chose. Voilà. Il y a également une absence de vote obligatoire. Je dis pas que je suis pour du tout. Vous allez voir mon opinion de toute façon en fin de vidéo. Moi, je suis profondément opposé à tout ce système de toute façon. Mais je dis simplement que le vote obligatoire rendrait ces marqueurs ultra importants. Dans le cadre où tout le monde est obligé d'aller voter, c'est évidemment hyper important de prendre en compte le vote blanc. Le quatrième point majeur, problème majeur que je vois à ces élections, à ce système en général, c'est évidemment l'existence de partis politiques. Et en plus, ces partis politiques associent des individus à des idées, et des idées à des individus. Et ça, si vous voulez, je le dis dans les deux sens pour marquer la chose, parce que pour moi, c'est hyper dangereux. Une idée n'a pas de lien avec quelqu'un. Et quelqu'un n'a pas de lien avec une idée. Ce sont des choses distinctes. Un individu peut se prévaloir de la défense d'une idée. Une idée peut s'incarner dans des individus temporairement. Mais en aucune façon, ceci ne devrait voir prolongation dans le temps via des partis politiques. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper dangereux. On avons la philosophe Simone Veil qui a écrit la note sur la suppression des partis politiques que je vous amène à consulter. Je vous invite aussi également à constater les réflexions que pouvait poser sur les partis politiques Charles de Gaulle, pour qui c'était évidemment un véritable fléau. Et le régime des partis était associé au contraire de l'intérêt général. Les partis vont se satisfaire et se servir pour eux. Chacun va devoir finalement abandonner pas mal de conceptions au sein du parti pour se tordre à la ligne et pour finalement être en cohérence avec ce qu'il fait, tordre ce qu'il pense à la fonction de la ligne. Et donc tout ça est un système qui plie en fait tout le monde. Donc c'est un fléau. Évidemment, tout ça permet également un système de parrainage public en ce qui concerne l'élection présidentielle, qui est une barrière à la présentation de qui voudrait bien se présenter, qui est extrêmement importante. Et les partis politiques en lien avec cette barrière ont un moyen de pression, d'autant plus que maintenant ces parrainages sont publics. Donc ça restreint drastiquement la participation à cette élection, en dehors des candidats des grands appareils, qui eux ont les moyens évidemment d'avoir des personnes aptes à parrainer, et donc à également interdire à leurs élus, aux membres de l'appareil, de parrainer des gens en dehors de l'appareil, ou que l'appareil ne valide pas. Le cinquième gros problème que je vois à ces élections, et à ce système en général, c'est la linéarisation de la politique. Qu'est-ce que c'est la linéarisation de la politique? C'est le positionnement sur une ligne des idées. Et par ailleurs, et c'est les partis politiques font ça aussi, c'est un peu lié les deux problèmes, partis politiques et linéarisation, parce que ça groupe les idées. Et donc en fait ça génère un phénomène de contamination. C'est l'idée des illusions de paquet logique. Les partis politiques regroupent des idées qui n'ont pas de lien entre elles et font petit à petit penser que du coup elles en ont. C'est ça qui est très très grave. Je me rappelle, je crois que j'avais lu ça dans Michael Parenti, un professeur d'université américain qui analysait les problématiques sur l'Empire américain, qui disait qu'il avait eu la confidence de quelqu'un qui était haut placé dans le parti républicain, et qui disait c'est vraiment génial d'avoir des partis comme ça qui mélangent des idées qui n'ont rien à voir. La personne était carrément complètement consciente de ça, parce que nous par exemple, on va voir les gens qui sont contre l'avortement. Donc on rentre chez eux grâce à ça, on leur dit ah ben nous aussi on est contre l'avortement, génial, on est contre l'avortement, formidable, et en fait petit à petit on les amène à soutenir la guerre au Vietnam. Quel rapport? Et donc les gens cherchent à correspondre. Ils rentrent dans un parti parce qu'une idée du parti leur a plu, ils rentrent dans le courant idéologique droite-gauche parce qu'une idée leur a plu, et ils se disent qu'après tout, petit à petit, sans se le dire consciemment forcément, petit à petit, ils vont se mouler pour que tout ce qui est dans ce parti, tout ce qui est dans cette ligne, corresponde à peu près à ce qu'ils pensent, avec des petites nuances, mais globalement c'est plutôt bien, plutôt ça, plutôt ah ben oui, c'est pas trop loin. Et ça génère des illusions de paquet logique, je peux pas le dire mieux, c'est n'importe quoi. Le droite-gauche, mais aussi, alors là, la linéarisation de la politique, si vous voulez, elle a atteint des sommets aujourd'hui. On parle de beaucoup d'autres lignes. On parle d'une ligne système-anti-système, on parle d'une ligne patriote mondialiste, on parle d'une ligne progressiste conservateur, on parle d'une ligne immigration-anti-immigration. Et en fait, la multiplication de ces tentatives de linéarisation de la politique montre au passage pour moi que, en fait, leur superposition est une immense source de confusion.
Pourquoi je vais voter quand je vote pour un parti, pour quelqu'un finalement? Je vote pour la ligne principale de son parti, pour une idée précise, pour ce que je crois être juste, pour... ah ben non, je vote parce que c'est la droite, ou alors je vote parce que c'est mondialiste, ou alors je vote parce que c'est conservateur ou progressiste, ou alors je vote contre l'immigration, ou je vote pour ou contre les toiles carrées. Donc tout ça, en fait, pour moi, c'est le symptôme. La multiplication de linéarisation, c'est un symptôme du naturel qui essaie de revenir tant bien que mal au réel. Et le réel, c'est quoi? C'est que les sujets se décident indépendamment les uns des autres. Dans votre vie quotidienne, mettez-vous à la place d'un seul coup, vous devez faire un choix entre A et B, et A, c'est à la fois la totalité de vos courses alimentaires du mois, plus l'entreprise qui vient refaire votre cuisine, plus la couleur de la peinture de l'escalier, plus la façon dont on va refaire l'ascenseur, plus votre nouveau collègue de travail embauché ou pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est grotesque, on décide des choses indépendamment les unes des autres. Donc, dans la mesure où finalement on devrait d'habitude faire des choix que sur un seul objet, c'est des groupements d'idées confus, laissent la place à d'autres groupements d'idées confus, parce qu'on essaie en fait finalement de faire émerger une seule idée de ces groupes. Alors non, c'est plutôt patriote mondialiste, regarde bien. Ah ouais, mais non, c'est plutôt immigration, anti-immigration, regarde bien. Bon, tout ça c'est évidemment le symptôme, voilà, de ces paquets qui essaient de faire un seul parmi les paquets, parce que c'est le fait de faire des paquets qui n'a pas de sens. La seule vérité pour moi, c'est que chaque sujet est indépendant, mais que notre système ne permet pas de les séparer, et oblige donc les élections à les traiter tous ensemble, ce qui est évidemment impossible, mentalement affreux, et qui conduit tout un chacun, face à ce choix absurde, à hiérarchiser ou à prioriser ou à négliger certains éléments plutôt que d'autres, sans aucune logique liée au réel, parce que tout en réalité a une importance. Quand vous faites vos courses, c'est important de décider si vous allez manger des patates ou des choux-fleurs, si vous aimez ou vous détestez l'autre, tout autant que là vous allez changer votre cuisine, tout autant où vous allez refaire l'escalier, tout autant que lorsque vous allez choisir vos collègues de travail. Enfin, je veux dire, c'est vraiment absurde de hiérarchiser les choses parce qu'on les oblige à les faire en paquet. Sixième grand problème, c'est que les individus qui concourent au suffrage concourent pour des postes vides de pouvoirs importants. La structure du pouvoir réel, en fait, je vais vous la schématiser de façon ultra simple tout de suite. Vous me pardonnerez de pas donner dans le détail. En gros, le pouvoir réel, il est dans la main de puissances privées, internationales et aux États-Unis. En tout cas, pour ce qui a du sens ici en France, d'important, de stratégique, de grande direction de la conduite des opérations, de richesse, de pauvreté, tout ce que vous voulez d'important. Voilà. Ces entités privées et les États-Unis d'Amérique imposent donc leurs décisions en France via leur discussion à privé avec la Commission européenne, qui ensuite transmet via les GOPÉ et les demandes directes auprès des présidents aux États membres ce qu'ils doivent faire. Et ces États membres, en ce qui concerne la France du moins là tout de suite, demandent au Parlement de voter sans discussion ce qu'il a reçu. Voilà, le chemin. Donc, vous allez dire votre député, il a rien changé, il va avaliser ce que le président lui a demandé, que la commission lui avait demandé, qu'une entité privée ou les États-Unis lui avaient demandé. Tout ce qui est stratégique est décidé ailleurs, il ne reste plus que des petites décisions. Vous voyez, vous pouvez changer la couleur de la peinture de l'escalier, mais en aucune façon vous avez le droit de déménager. En aucune façon vous avez les clés de la maison. Bref. Donc ça c'est hyper important. Ça incite aux fausses promesses de la part de ceux qui se présentent à nos suffrages, et ça incite par là même au maintien de l'illusion d'élus en capacité de changer la marche générale de la société, alors qu'au maximum ils ne peuvent agir que micro-tactiquement sur des petits détails. C'est pour ça d'ailleurs que le sociétal se développe beaucoup, parce qu'au final c'était des marges de manœuvre qui n'étaient pas capturées totalement. On est face à des gens qui vous proposent différents modèles de bagnoles, et en fait au final il n'y a aucun d'entre eux qui est concessionnaire à l'arrivée. Donc ils sont là, mais j'ai peut-être un pneu la semaine prochaine, bon, vous voyez, ces gens-là, donc ils sont obligés de trouver des marges de manœuvre. Donc là d'un seul coup, ouais, peut-être on va pouvoir favoriser les droits des homosexuels ou les droits des femmes. Je dis pas que c'est pas important, que c'est important dans mon propos. Je dis juste qu'on a quitté la sphère du politique en termes de pouvoir d'achat, en termes de grandes décisions stratégiques, d'industrialisation, en termes d'enjeux sérieux. Voilà, pour la marche du pays, pour des enjeux secondaires, sociétaux, qui sont liés au devenir individuel,
qui ont d'immenses importance pour les individus, mais qui ne sont pas des enjeux normalement nationaux. Le septième grand problème, c'est le mode de scrutin. Le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours est un mode de scrutin profondément mauvais parmi des centaines de modes de scrutin possibles et imaginables. Si l'on admet qu'on doit continuer à voter pour des personnes, mais je préempte un peu, je vous renvoie à différentes vidéos sur le sujet qui ont beaucoup plus, mieux que je ne le ferai jamais, traité ce sujet. Science étonnante a traité ce sujet à travers une très belle vidéo. Monsieur Phi a traité ce sujet à travers une vidéo également. Science 4 Al a traité cette vidéo également en vidéo. Je vous mettrai les liens des 3 chaînes. Vous irez voir, je vous invite à vous renseigner sur les différents modes de scrutin. Il en existe des plein de modes de scrutin bien mieux. On pourrait classer les personnes, on pourrait faire un vote éliminatoire à chaque tour. Donc par exemple 12 candidats, 12 tours, chaque tour le dernier est éliminé. Bon, ce serait des choses différentes. On pourrait faire un seul tour où on classe les personnes et à la fin, on pourrait du coup leur donner une note. Ou alors leur attribuer le nombre de points que l'on veut. On peut mettre de 1 à 10 à tous les candidats, puis à la fin celui qui a le plus de notes. Enfin, il existe plein de types de scrutin, je vais pas me lancer là-dedans. Il y en a tellement que j'en oublierai. Il est profondément spécial, que tout le monde considère comme évident, ce mode de scrutin. Et d'ailleurs, ça c'est une réflexion que j'ai, c'est que le peu, voire l'absence en fait, de critique de ce système ultra précis par ceux qui y participent, et surtout qui y perdent systématiquement, et qui le dénomment eux-mêmes en permanence démocratie, en fait entretient l'illusion de son évidence aux yeux des populations. Et donc ça le légitime aux yeux du plus grand nombre, comme le seul valable, parce qu'on en a l'habitude, et parce que personne ne le remet en cause. En fait, non, c'est un truc parmi plein d'autres, il est absolument en plus très très mauvais, objectivement, d'après des mathématiciens, des gens très neutres, qui disent que c'est vraiment un des pires. Autant trouver le mieux, c'est peut-être discutable, autant trouver les pires, on est dedans. Et donc, personne ne le remet en cause, on a l'habitude, même les mecs qui perdent avec tout le temps, ils sont là, oui, c'est la démocratie. Bon. Bref, les problèmes 8 et 9, qui sont imbriqués tous les deux, assez indissociables. Le problème 8, c'est le système médiatique, en fait. Et le problème 9, c'est l'existence de l'invention et le développement des méthodes de propagande. Ces deux choses sont totalement imbriquées. En ce qui concerne les médias, il faut évidemment se poser la question de qui les contrôle, pour savoir qui a intérêt à véhiculer des individus, beaucoup plus souvent que d'autres, et de façon mieux présentée que d'autres. Certaines personnes ont des temps de parole extraordinaires, d'autres en ont très peu. Certaines personnes sont présentées positivement, d'autres négativement. Donc ça dépend évidemment de l'intérêt du propriétaire des médias. Mais on ne se pose jamais cette question. Les médias sont possédés par des individus, milliardaires, peu nombreux, dont on ne montre jamais le lien d'intérêt avec les personnes qui le médiatisent et les liens d'inintérêt avec ceux qui ne médiatisent pas. Donc ça c'est très important. Les médias, c'est facteur majeur, d'autant plus quand ils sont audiovisuels et autant répandus et facilement accessibles qu'aujourd'hui avec Internet dans nos poches. Donc ça oblige les politiques à promettre des choses à ceux qui ont vraiment le contrôle sur leurs élections, c'est-à-dire les propriétaires des grands médias, et certainement pas dans l'intérêt de ceux qui vont subir par la suite une présentation positive et qui du coup vont voter parce qu'on leur a dit ce mec est génial. Il y a moins d'intérêt à valoriser eux, parce que finalement eux ils sont que secondaires. Ils sont soumis au vecteur médiatique. Si par contre moi en tant qu'homme politique je ne promets rien au possesseur du média, il va me dire putain moi je t'invite pas, je veux pas parler de toi, je t'inclus pas dans les sondages. Encore un point là aussi, c'est que l'influence du système médiatique, avant d'en arriver à la propagande, se fait via les sondages, qui, indépendamment de leur qualité ou de leur fausseté à l'instant T sur l'échantillon donné, vous savez que les sondages se manipulent surtout via les questions posées, via les personnes qui ont le droit d'être présentes dans les sondages ou pas. On a beaucoup de gens qui ont révélé là-dessus. Par exemple, Philippe de Villiers l'avait révélé, mais d'autres gens l'ont révélé. À partir du moment où vous êtes dans la mésympathie, dans l'absence de sympathie, pour parler français, des grands propriétaires des médias, eh bien, ceci ne vous inclut pas dans les sondages. Donc les gens ne vous ont pas dans leur choix possible, donc vous n'existez pas, et donc à la fin, on parle pas de vous, ou alors en disant, vous avez 0% d'intention de vote, qu'est-ce que vous foutez là? Donc, voilà. Maintenant, l'existence de la propagande. Ça, j'en parle dans plusieurs vidéos maintenant, et je continuerai à en parler. L'invention par Edward Bernays la mise en pratique des techniques de la psychologie fondamentale des individus et des groupes sociologiques humains via les grands médias, les grandes chaînes de télévision, les grands journaux, via les acteurs politiques et médiatiques, ont en fait une capacité, je le synthétiserai comme ça, à plier le réel. Vous savez, ils ont la capacité à vous faire passer des tyrans pour des gens sympas et des gens sympas pour des tyrans.
C'est aujourd'hui les outils à la disposition de ces forces sont depuis la Seconde Guerre mondiale, ça fait 75 ans qu'on en est victime. Ces outils sont prodigieusement influents sur tous les aspects de nos vies. Que ce soit à travers les relations publiques d'entreprise, pour valoriser des modes de fonctionnement d'une entreprise, valoriser sa ligne marketing ou je sais pas quoi, voilà. Alors même que cette entreprise peut être condamnée par ailleurs, avoir fait des choses affreuses. Vous voyez, tout ça, ça a un impact colossal. La communication en politique, aujourd'hui, ils sont drivés, les hommes politiques, vous voyez, encore un mot anglais qui sort de ma bouche naturellement, c'est terrible. Parce qu'en fait, tout ce qui correspond à la communication politique, en fait, a des consonances anglaises. Parce que ça vient profondément de là-bas, c'est inventé là-bas, c'est des notions qui sont arrivées comme ça, qui se sont superposées à la réalité normale, hein, sans propagande. Donc à travers les communications politiques, à travers les cabinets de conseil qui encadrent ces politiques, à travers des individus qui font les lignes, qui réfléchissent à comment on parle de quoi, en fonction de quoi, ce mot-là il fait sympa, ce mot-là il fait affreux, attention, on fait plutôt ça, etc. C'est affreux. À travers les informations médiatiques présentées comme des informations, alors qu'on est là dans le choix délibéré de parler de certaines choses par rapport à d'autres, sachant que tous les jours il existerait 10 puissance 25 choses à parler. On en choisit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. On en parle et on choisit les mots auxquels on associe à ces choses et du coup l'angle de perception que vont avoir les gens qui subissent ces informations soi-disant. Ils sont en fait des choix d'informations délivrées volontairement, d'une façon positive ou négative, ou neutre, etc. Tout ça, c'est choisi. Que ce soit à travers la publicité de masse qui entoure notre monde, et qui va jusqu'à la perversion de nos enfants, via tout ce qu'on appelle les développements des écoles de marketing, les écoles de commerce, les écoles de business. Oui, on parle des business schools, avec le terme américain, qui en fait apprennent à nos enfants et aux gens derrière avec qui nous communiquons à être des menteurs professionnels. On les apprend à arnaquer correctement leurs prochains. On les apprend à mentir cyniquement dans leur entourage. Tout ceci devrait être interdit et fermé. Mais bon, le monde qui nous a contaminés est tellement perverti et vicié qu'on en est loin. Donc là, à travers les médias, à travers le monde politique, tout ça est omniprésent. Le 10e grand problème de ce système, c'est de voter pour quelqu'un. Voter pour quelqu'un, en fait, c'est la reconnaissance implicite et inconsciente du déchargement individuel de son propre rôle de décideur de la vie publique. Au lieu de dire chaque sujet est indépendant, sur chacun d'entre eux je dois avoir une opinion et décider avec d'autres individus conscients de qu'est-ce qui va nous impacter en tant que membre de la société, on dit je vais décider parmi qui on me présente, sachant que je les connaissais pas, j'ai aucun choix sur eux, leur présentation est viciée, je vais pas refaire tout ce que j'ai dit avant. Parmi eux, lequel va avoir le droit de tout décider à ma place, alors même que j'aurai aucun contrôle sur lui, enfin les problèmes sont légion. Mais ça, en fait, ça relève normalement de notre propre responsabilité. C'est une forme d'infantilisation, inconsciente et assumée. On devrait normalement, on désigne quelqu'un qui fera à notre place, mais c'est pas normal. Nous devrions normalement décider nous-mêmes de tout ce qui nous concerne, à travers le vote précis, sur des enjeux précis, uniques à la fois. La véritable démocratie consiste évidemment à prendre ses responsabilités et à voter directement pour des lois, et pas pour des individus. Maintenant que je vous ai énoncé, selon moi, les 10 plus grands problèmes de la vie politique française, en tout cas aujourd'hui, et d'une façon générale, à ce qu'on appelle démocratie, 3 remarques et une ultime remarque. Remarque numéro 1, cette vidéo est faite rapidement, j'ai peut-être oublié des points, je m'en excuse, vous me compléterez, vous me infirmerez, vous me direz ce que vous en pensez, ça me fera plaisir. Remarque numéro 2, à propos des élections, faites ce que vous voulez, mais ayez bien conscience que tous ces problèmes, en plus de ça, pris séparément, sont très puissants et pèsent sur nous, j'allais dire, de façon tragique, puisqu'il n'y a pas vraiment de bonne solution. Et alors en plus, pris dans leur cumul, nous plonge littéralement dans ce que j'appelle un piège dans lequel il n'existe pas de bonne solution. Franchement, faites ce que vous voulez. À titre très personnel, si vous voulez que je vous livre mon avis, je peux pas supporter l'idée que quelqu'un qui a commandé à des forces de l'ordre la possibilité d'éborgner des gens sans justice puisse de nouveau incarner l'autorité de l'État pendant encore plusieurs années. C'est quelque chose qui me fait vomir instinctivement. Mais mon Dieu, de toute façon, le piège dans lequel on est nous conduit à ne pas avoir d'emprise là-dessus. Et
de mon point de vue, de toute façon, toutes les personnes qui participent à ce système acceptent d'une façon plus ou moins consciente une bonne partie de ces problèmes sans jamais en parler. Donc ils sont à minima fortement complices de cet état de fait. Voilà que je vous ai livré mon opinion. Inutile donc de vous torturer l'esprit, toutes les décisions sont mauvaises et leurs implications sont non maîtrisables. Remarque numéro 3, le cumul de ces problèmes rend pour moi l'amélioration de ce système quasi impossible. Ce piège est parfaitement bien pensé et réfléchi. En plus de ça, il s'appelle par le mot qui peut-être symbolise sa plus probable émancipation, démocratie. En fait, c'est peut-être par la démocratie qu'a le chemin le plus possible de s'émanciper, et il est quasiment inatteignable. Et en plus, notre système l'a choisi comme mot pour s'incarner. Le problème est même sémantique, quoi. C'est vraiment dur. Bravo à tous ceux qui ont pris l'un de ces points à un moment donné dans leur vie, ou un de ces sous-points, parce qu'on pourrait, voilà, découper les choses, et qui essaient d'agir dessus. Je vois des gens à fond le casier judiciaire vierge, je vois des gens à fond le vote blanc, je vois des gens à fond, ils s'attaquent à un parmi 50 problèmes. L'ultime remarque, j'en finis. Je ne vois actuellement aucune route concrète, facile et évidente pour conduire vers quelque chose qui s'approcherait des 2 points précédents et qui, en tout cas, nous amènerait loin du système dans lequel on est. À la limite, si vous voulez, n'importe quoi, j'accepte, je regarde, je me dis, allez, on y va. C'est n'importe quoi. Tellement ce système est pétri de problèmes qui rendent la vie absurde, détachée de toute réalité démocratique, et qui plonge la société, en tout cas française ici aujourd'hui, dans un appauvrissement massif et dans la destruction de tout ce qui faisait ce pays. Donc, je vois pas de route concrète. Le seul chemin que j'aperçois, parce qu'il y en a un que j'aperçois, qui demande une lutte très puissante, une vigilance permanente, et qui comporte de nombreux pièges, ainsi que des ennemis très acharnés à ce chemin, qui bénéficient actuellement aujourd'hui des outils de propagande monstrueux dont j'ai parlé, des institutions en place, qui ont la légitimité de leur côté et la puissance de coercition, et qui ont l'argent. Donc autant vous dire que c'est mal engagé. Ce serait l'obtention d'un outil qui s'appelle le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, et de son utilisation par la suite canalisée dans la transformation la plus efficace et la plus rapide possible, sachant que ça prendrait énormément de temps, de ce système vers quelque chose d'autre. La probabilité de réussite est quasi nulle, mais non nulle pour moi. La temporalité de transformation, dans le cadre de cette probabilité non nulle, me paraît vertigineusement trop longue, compte tenu de l'urgence totale de la situation, je vous l'ai dit, destruction du pays, effondrement du niveau de vie, détérioration des conditions de vie planétaires, et menace de guerre directe de plus en plus nucléaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et de ce que vous pensez de ce que je vous ai expliqué. J'espère que ça vous aura pas trop fait déprimer. Bonne chance à tous, merci de m'avoir écouté, à bientôt.